m'excuse évidemment parce que c'est à cause de moi que vous êtes, enfin pas que de moi, mais que vous êtes là et que vous allez effectivement devoir vous remettre au travail pour essayer de penser ce nouveau lycée. Madame, vous avez dit que la réforme était réussie. Bon, écoutez, on verra dans 5 ou 10 ans, hein, parce que vous savez, une réforme, ça ne se réussit pas parce qu'on a gagner la bataille, hein. D'abord elle n'est pas gagnée, puis ensuite il faut aussi pacifier le pays derrière, hein. Et il faut que les gens, surtout que ce soit les équipes de direction que vous représentez ou si les enseignants, l'ensemble des usagers ou des bénéficiaires de la réforme considèrent qu'elle est légitime, qu'elle est juste, qu'elle va permettre aux élèves de mieux se préparer à ce qui se passe après le bac. Tout ça est loin d'être joué, hein. J'alterne les conférences entre, disons, l'enseignement privé et l'enseignement public. Et disons que parfois le goudron, les plumes ne sont pas loin, mais bon, j'ai l'habitude, c'est pas un souci. Encore hier. Alors, comment dire? Moi, je pense que donc je viens de dire que ça va prendre du temps en réalité, et il va y avoir des coûts d'ajustement évidents. Je pense que vous le savez déjà vous-même, vous avancez un peu là dans le brouillard, enfin dans une forme de brume, ne serait-ce que sur même si je pense que vous avez déjà fait des petites enquêtes dans vos établissements, mais sur les choix de spécialité, par exemple, là, les pourcentages, comment les élèves vont se positionner. Puis je pense que ça va prendre du temps, parce qu'il va y avoir pendant 3, 4, 5 ans probablement avant que peut-être les choses se stabilisent, avant même peut-être que des formes de trio de spécialités se structurent en première. On sait pas du tout. On sait pas du tout comment les choses vont se passer de ce point de vue-là, parce qu'il va y avoir un mélange on va dire, pas de conservatisme, mais il y a des gens déjà qui cherchent la filière S désespérément. Il y a même un proviseur dans une conférence que je faisais dans un lycée public qui a dit aux parents qui étaient présents, alors pour la S, vous prenez ça. Alors je lui ai dit, vous allez vous retrouver proviseur à Mayotte l'année prochaine, mais voilà, donc c'est tellement ancré c'est ce que je disais la semaine dernière, je vais pas me répéter, parce que sinon je suis déjà là, mais c'est que finalement la dernière fois qu'on a fait une réforme de cette ampleur, c'était 1963. Et à l'époque, bon, d'abord la plupart d'entre vous n'étiez pas nés, bien sûr, mais c'était une réforme qui, à l'époque, c'était 15% d'une classe d'âge qui avait le bac. Donc, oui, l'ampleur de la réforme, mais déjà quantitativement, vous voyez bien que c'est plus du tout la même chose en termes de millions de jeunes concernés, de centaines de milliers de profs et personnels de direction, etc. Et puis aussi de parents, de grands-parents, etc. Donc c'est un truc assez roboratif. Bon. Alors, il y a des choses qui concernent le bac, bien sûr, mais je ne vais pas trop en parler là, mais c'est vrai que sur le bac aussi, on a encore beaucoup je parle assez clairement, il y a beaucoup d'incertitudes sur la manière dont le contrôle continu va se mettre en place. On y reviendra, j'espère que le ministère aura le courage de peut-être remodifier les choses en se rendant compte que ça se passe pas si bien que ça, notamment en termes de bureaucratisation du contrôle continu, parce qu'autrement on va jamais y arriver, en termes d'organisation dans les établissements. Alors moi je pense que simplement sur le bac, ce que je pense qui est utile, c'est que ce qui est bien, c'est qu'on ait mis en place du contrôle continu. Voilà, je crois que sortir de cette espèce de folie de tout préparer très rapidement pour quelque chose qui dure que 15 jours et puis ensuite on a tout oublié en 5 minutes. Moi, je trouve que de valoriser finalement le travail dans la durée, c'est quelque chose qui a du sens, qui vraiment a du sens. Et d'ailleurs, même les plus opposés à la réforme ne le contestent pas. Ce qu'ils contestent, c'est comment on va évaluer cela. Mais globalement, je pense que c'est pas trop contestable. Et ça déjà, vous voyez, le fait d'encourager un travail qui s'inscrit dans la durée, plutôt que le sprint, je pense que c'est quelque chose qui va dans le sens aussi de la préparation à l'enseignement supérieur, qui est aussi quelque chose qui suppose un travail plutôt endurant que de course rapide. Bon, alors Madame l'a dit, bien sûr il y a un enjeu, c'est que cette réforme dans notre esprit, avec le ministre, c'était de se dire, on est sur effectivement le bac moins 3, bac plus 3, mais avant le bac moins 3, bac plus 3, il y a la charnière collège-lycée. Bon là je suis en train de préparer un papier pour Le Monde sur les charnières, en disant que l'un des points faibles, parmi tous les points faibles de notre système éducatif, c'est les charnières, entre l'entrée en 6e, l'entrée en seconde et puis l'entrée en sup. Donc évidemment, cette réforme, elle suppose qu'en amont, et la chance que vous avez, vous, dans l'enseignement privé, c'est que souvent ce sont des établissements communs, et donc probablement que les charnières chez vous sont mieux gérées, pour permettre aux gamins de passer de la 3e à la seconde sans que ce soit un choc. Vous savez que dans l'enseignement public, c'est souvent assez dur, notamment pour des gamins qui viennent de l'éducation prioritaire, qui est aussi un de mes domaines de spécialité, qui passent de REP+, à un lycée général, ou de REP à un lycée général. Le choc est assez brutal, et malheureusement il y a pas mal d'échecs, ce qui est assez terrible, il y a pas mal d'échecs à la fin de la seconde, et de réorientation vers des bacs pro, pour des gamins qui pensaient qu'ils avaient le potentiel scolaire pour aller en bac général ou en bac technologique.
Bon, donc il y a la question de la charnière troisième seconde, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Madame a parlé du bac général. Dans la réforme au début, ma mission, mon contrat était bac général et bac technologique. Parce que je sais qu'ici, dans les lycées privés, il y a aussi des bacs techno, bien entendu, des bacs pro, mais c'est vrai que finalement, s'agissant du bac techno, ou des bacs techno, on n'a pas bougé, enfin on a bougé la manière d'obtenir le bac, donc les épreuves, etc., qu'on va passer, contrôle continu. On a aussi bougé, on a organisé ça également avec un set de tronc commun de spécialité, etc., mais on n'a pas changé le fond, c'est-à-dire les filières du bac techno. Alors je le dis juste là pour une raison, parce qu'on oublie toujours le bac, enfin, vous savez en France on oublie toujours le bac pro, le bac techno, on s'en fiche un peu puisque les élèves qui y sont inscrits en général sont des élèves de milieu modeste. Donc en général on s'intéresse surtout au bac S qui mène à la prépa Henri IV ou Louis le Grand qui intéresse beaucoup les journalistes et les dirigeants politiques qui sont tous passés par là, qui n'ont jamais mis un orteil à l'université. Mais bon, alors l'idée, sauf pour la visiter ensuite quand ils sont élus, comment dire, bac techno, en fait, au départ, mon intention, il y a un peu plus d'1 an, quand j'avais commencé la mission, c'était de me dire, ça a du sens pour redonner de la dignité au bac technologique, de le fusionner avec le bac général. C'est un peu naïf de ma part, puisqu'on sait bien que souvent les gens les parents seraient presque prêts à payer pour que leur enfant n'aille pas en STMG, parce que c'est vraiment vécu souvent, sauf quelques filières particulières de bac techno, c'est quand même vécu souvent comme des filières de relégation, et c'est pareil ensuite pour le bac pro. Et c'est vrai que c'est assez terrible dans un système d'imaginer que des centaines de milliers de jeunes sont orientés vers des filières que leurs parents et parfois eux-mêmes vivent comme des filières de relégation. C'est quand même un peu terrible sur ce que ça suppose ensuite en termes de pratique pédagogique, en termes de confiance en soi, et donc pour la société en son entier. Bon. Sauf que en rencontrant, parce qu'on avait fait beaucoup d'auditions, en rencontrant les associations de profs de ces filières, mais aussi les parents d'élèves, etc., moi j'avais constaté qu'il y avait de vrais besoins pédagogiques assez particuliers en bac techno pour les élèves qui y sont, notamment de pédagogie inclusive, etc., et que ça ne correspondait pas au bac général, et que donc finalement vouloir à toute force un petit peu fusionner tous ces élèves dans des cursus un peu comparables, c'était courir le risque de maximiser la fragilisation des élèves des bacs techno. Donc finalement, on a plutôt privilégié le maintien des filières technologiques avec quand même, alors je ne sais pas si vous le ferez, et je ne sais même pas si finalement c'est dans les arrêtés de mise en place de la réforme, que des spécialités, qu'on puisse, dans un bouquet de spécialités, proposer par exemple à un élève qui est en filière générale, je rajoute de la complexité en fait au système, qu'un élève puisse choisir une spé techno, ou qu'un élève qui est en filière techno puisse choisir une spé générale. Vous voyez, pour peut-être parfois un tout petit peu mélanger les gamins, etc. Bon, passons. Alors, maintenant, si on en vient à l'objectif central. L'objectif central, je l'ai déjà dit la semaine dernière, devant un public qui était un peu différent, mais bon, je pense complémentaire avec vous, c'est que nous pensons que le lycée doit être, beaucoup plus qu'il n'est aujourd'hui, un point de passage vers ce qui continue après le lycée, qui s'appelle l'enseignement supérieur dans sa diversité. Alors je sais bien que l'enseignement privé en général prépare assez bien l'enseignement supérieur, mais bon, on peut quand même dire que globalement, c'est pas encore complètement satisfaisant. On a l'histoire du lycée en France, c'est l'histoire on a le bac. On est peu nombreux à avoir le bac, puisque finalement l'augmentation massive du nombre de bacheliers, c'est les années 90. Avant, quand j'ai eu le bac, c'était 29% d'une classe d'âge. Or, je suis très jeune, donc vous voyez, aujourd'hui c'est 80%. Longtemps, le bac était un diplôme d'élite. Donc, on ne se souciait pas vraiment de ce qu'on faisait après le bac, parce que d'abord, une partie des gens s'arrêtaient avec le bac, ça suffisait très largement. Et puis, comme ils étaient peu nombreux, leur répartition dans l'enseignement supérieur n'était pas si compliquée que cela, etc. Ça a complètement changé. Ça s'est complètement inversé en 20 ans. Je cite juste un chiffre que j'ai cité la semaine dernière pour vous donner une idée du choc démographique que ça représentait. 29% de bacheliers en 1985, dans une classe d'âge, 62% en 1995. En 10 ans. Donc vous imaginez le choc que ça a représenté pour l'ensemble du système scolaire français. Et pour le sup, par extension derrière. Donc ça, on n'y avait pas pensé. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, le constat, c'est qu'à peu près 95%, au moins 95% des lauréats du bac général vont dans l'enseignement supérieur, au moins 95%, sachant que 91% réussissent le bac. Alors c'est aussi un retour en arrière un instant sur le bac, c'est-à-dire que la complexité organisationnelle du bac pour que tout le monde le réussisse, c'est un non-sens à la française, si vous voulez. Moi, ce que je disais au ministre quand on se rencontrait pendant la réforme, c'était que
vu comme c'est compliqué l'organisation du bac, ça aurait du sens si tout le monde le ratait, oui, ou si très peu l'avaient, parce que vu comme c'est compliqué, oui, c'est quand même, j'aime cette expression, un bazooka pour tuer une mouche, parce que franchement, des millions de copies, des milliers d'heures de correction, des risques de bugs informatiques et de bugs majorés, pourquoi au final, pour que 91% le réussissent, que plus de 50% l'aient avec mention, ce qui est un non-sens aussi, parce que ça remet en cause la valeur certificative du bac. Beaucoup de gamins arrivent dans l'enseignement supérieur en se prenant pour les rois du pétrole, parce qu'ils ont eu le bac avec mention assez bien ou mention bien, et ils ne comprennent pas ce qui leur arrive dans le sup quand ils se font complètement massacrer par le système. Donc il faut aussi remettre un peu l'église au centre du village. Hein, j'avais prévu celle-là. mais après, je peux aussi vous dire que le diable se niche dans les détails de la réforme. Mais c'est que je crois qu'on a une forme de... Comment dire ? On se doit d'avoir une forme d'honnêteté, d'avoir une vraie honnêteté par rapport à notre jeunesse et à arrêter de faire de la fausse monnaie. Arrêter de faire de la fausse monnaie. Parce que franchement, ça finit par... le nombre de fois où moi, parce que il se trouve que j'aide pas mal de gamins dans le quartier où j'habite, qui est un quartier très populaire près dans la ligne sud, c'est que les gamins ne comprennent pas pourquoi ils sont en première année de droit, ils ont eu un bac ES avec mention bien, et ils ont eu 4 au partiel de premier semestre. Ils ne comprennent pas. Bon, d'abord parce que le système de l'enseignement supérieur ne s'est pas adapté, n'a pas changé ses méthodes, mais c'est quand même un vrai problème. Bon, donc, cette idée que le lycée, c'est une espèce de sas, de préparation à l'enseignement supérieur. C'est ça l'idée. Donc, ça veut dire probablement... Alors, j'essaie de donner de la cohérence à la réforme, sachant que la réforme, c'est pas directement mon rapport, qui était beaucoup plus intéressant que la réforme elle-même. C'est que... donc, on a finalement ce fameux tronc commun, dont en fait on parle pas du tout, parce qu'aujourd'hui on se focalise sur les SP. Il ne faut pas oublier que 60% de l'emploi du temps hebdomadaire, ça c'est un tronc commun. Donc l'idée du tronc commun, c'est un truc tout bête, de mon point de vue, même si bien sûr dedans on peut contester, et même on doit contester le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de maths, mais je pourrais expliquer pourquoi. Enfin pourquoi, c'est une mauvaise raison, mais c'est le cas. Qu'il n'y ait pas assez d'heures, parce qu'évidemment les profs toujours ne sont pas d'accord sur le nombre d'heures de leur discipline, parce qu'il n'y a que leur discipline qui compte, mais... c'est que le tronc commun, c'est de faire société finalement. C'est que tous les élèves qui vont faire un bac général bénéficient des mêmes enseignements, parce que le lycée et le bac, c'est pas simplement préparer des jeunes à aller dans l'enseignement supérieur, c'est aussi préparer de futurs citoyens, donc il y a une dimension de culture commune, de culture partagée, de connaissances partagées. Peut-être que je suis idéaliste là par rapport à ce qui sera proposé, mais c'est ça l'idée du tronc commun, qui présente aussi l'avantage en termes organisationnels dans les établissements. Quand vous ferez les emplois du temps, je pense que c'est plus facile finalement enfin j'imagine ça, que c'est un peu plus facile de faire les emplois du temps quand tous les élèves seront concernés par le tronc commun, alors qu'avant il y avait évidemment les trois séries, mais je m'avance peut-être un peu. Après, il y a les spécialités, je vais revenir, puis il y a, je l'ai dit la semaine dernière, pour moi c'est très important, et même pour moi c'est probablement le plus important de la réforme, c'est les fameux 54 heures d'accompagnement à l'orientation, etc. Bon, moi j'étais très ambitieux et très dépensier dans mon rapport, puisque j'avais proposé ne rêvez pas, enfin 3 heures par semaine d'accompagnement, donc ça faisait sur 36 semaines beaucoup plus. Le ministre finalement il a commencé par dire c'est 1h30 par semaine, puis finalement je lui ai dit dans ce cas-là, annualisons-le pour permettre au bahut d'avoir une forme de souplesse, donc 54 heures par an. Bon là, je parlais de brume ou de brouillard tout à l'heure, c'est quand même, hop, on se passe la patate chaude, c'est aux régions de s'en occuper, puis il y a eu la loi Pénicaud, le transfert des SUAIO, mais c'est un vrai enjeu. Alors dans le privé, je suis pas trop inquiet pour tout vous dire, parce que je sais très bien que vous le faisiez déjà, parce que c'est un élément de votre attractivité par rapport au public qui vous rejoint ou qui vient chez vous, mais il y a cet enjeu de se dire, pendant les 3 années, surtout en première et en terminale, on utilise ces 54 heures pour vraiment préparer à l'enseignement supérieur de 2 manières. Alors je me répète par rapport à la semaine dernière. D'abord, porter à connaissance de façon plus précise, plus fine, ce que sont les filières de l'enseignement supérieur. Je pense que ce n'est pas le cas aujourd'hui, pas suffisamment, et ça produit des erreurs d'orientation qui sont assez fréquentes quand même en France malheureusement, et qui produisent des formes d'échecs liées à une méconnaissance, à des fantasmes par rapport à tel ou tel cursus. Je m'excuse de reprendre les mêmes exemples, mais c'est vrai qu'en psycho, c'est vrai qu'en STAPS, souvent quand même on a des élèves qui échouent, pas simplement parce que scolairement ils sont pas au niveau, mais aussi parce qu'ils découvrent au bout d'un mois ou 2 mois, même au bout d'1 heure, que finalement STAPS, ça n'était pas que jouer au foot,
voyez ce que je veux dire, où psychose n'est pas simplement examiner des cas de serial killer. C'était aussi des cursus en fait assez complets, assez complexes, mélangeant finalement des types de compétences et de connaissances très divers, en empruntant finalement presque aux 3 bacs actuels, aux 3 séries du bac actuel, que beaucoup d'élèves ne sont pas au courant de cela. Donc je pense qu'on a ce travail à faire, que les lycées doivent faire, mais que bien sûr le SUP doit venir faire avec les lycées. Ce qui est aussi là un enjeu majeur, je pense surtout aux filières universitaires. Parce qu'en général, les écoles du SUP, enfin sur les écoles privées, évidemment, galopent partout pour récupérer des élèves qui sont un petit peu parfois des clients, mais le SUP plus classique qui souffre de beaucoup de problèmes d'attractivité aujourd'hui. Je redonne le chiffre de la semaine dernière, Parcoursup 2018, 32% seulement des vœux de Parcoursup 2018 portaient sur des premières années de licence. Seulement 32%. 68% portaient sur des vœux de filière sélective. D'accord, donc il y a quand même là une situation qui est un peu particulière. Donc il y a tout ce travail à mener. Oui, c'est vrai que le diocèse a été grand, je crois, hein, c'est ça. Il y a peut-être de la neige d'ailleurs, à certains endroits. Comment dire? Donc il y a tout ce travail à mener. Et puis il y a le travail, donc ça c'est le travail plutôt autour de l'information, lutter contre l'autocensure. Je pense que même dans vos établissements, c'est les élèves qui vont préférer rester dans ce lycée pour faire un BTS. C'est pas infamant, alors que probablement ils auraient le potentiel scolaire pour aller en fac. Là, on est d'accord là-dessus. Bon, tout ce travail de lutte contre l'autocensure, de lutte contre parfois l'immobilisme géographique, les élèves qui ont beaucoup de mal à s'imaginer faire autre chose. Donc le travail autour de l'ambition scolaire, qui n'est pas de tuer son voisin, mais d'avoir de l'ambition pour soi. Tout ce travail-là, il faut quand même le mener quelque part. Plus de l'information et de la préparation aux exigences particulières de l'enseignement supérieur. C'est aussi pour ça d'ailleurs que les filières sélectives ont du succès, c'est que beaucoup de parents, qui parfois choisissent à la place de leurs enfants, ont peur de la liberté que donne le système universitaire, et vont préférer que leur enfant aille dans des filières qui sont encore sur le mode du lycée, non pas parce que c'est ce que leur enfant a envie de faire, mais parce que les parents sont rassurés en se disant on sait où il est de 8h à midi, voilà. Et c'est aussi un vrai souci, sachant que effectivement, quand les élèves sont dans un système de très grande liberté qu'est le système universitaire, sans y avoir été préparés, c'est aussi parfois assez particulier ce qui se passe, si vous voulez. C'est compliqué de se lever pour être à 8h du matin dans un amphi où on ne comprend pas en plus ce que le prof raconte, et l'amphi qui s'est déjà vidé la moitié de ses effectifs en un mois. Donc on est donc tout ça, il faut que les élèves en aient conscience. Le lycée à la française est de plus en plus est redevenu vraiment le lycée caserne, le lycée jésuite du 18e et 19e siècle, c'est-à-dire que, alors avec les nouvelles technologies, donc à l'époque les gens ne recevaient pas de SMS, mais là on est, vous en tant que patron d'établissement, vous savez bien, les élèves sont très cadrés, les parents reçoivent des messages, les parents de plus en plus souvent exigent d'être très informés de ce qui se passe, etc. Puis hop, d'un seul coup, enseignement supérieur, et entre juin et septembre, il faudrait que les élèves se soient transformés en individus totalement autonomes. Quand je dis ça devant des syndicats étudiants ou lycéens, ils me disent bien sûr tous les jeunes sont autonomes, etc. Très bien, mais voilà, donc on est dans cette problématique-là. Donc il y a tout ce travail à mener, qui doit partir de ce qui existe déjà, mais qui doit, moi, j'insiste beaucoup là-dessus, on est en discussion avec la CPU, donc c'est lié bien sûr à Parcoursup, c'est tout ce qui va permettre à l'enseignement supérieur de se présenter, de se faire connaître dans les lycées et par les élèves et les parents dans les lycées. C'est un vrai enjeu ça, pour lutter contre l'échec dans l'enseignement supérieur. 60% des L1 ne valident pas leur première année de licence. On doit être à peu près à 30% des élèves qui ont leur licence de 3 ans en France. Alors j'ai des collègues qui disent mais c'est pas grave, c'est parti d'une espèce de rite de passage. Ok, rite de passage pour les enfants de mes collègues. Parce que eux, ils sont capables d'avoir de l'information pour recaser leur gamin, lui obtenir un stage, un service civique. C'est très violent pour des élèves qui sont souvent les premiers de leur famille à aller à l'enseignement supérieur et qui ne comprennent pas au sens littéral ce qui leur arrive. Il y a quelque chose de confiance dans le système qui s'érode très très rapidement quand vous passez d'une situation où vous avez eu le bac dans de bonnes conditions à une situation où 3 mois après, vous quittez de facto le système universitaire parce que vous n'y comprenez rien. D'accord, vous y sentez un atome dans un ensemble extrêmement complexe. Voilà, bon. Alors, il y a tout ce travail-là à mener, et je crois que c'est un des enjeux majeurs. Pour l'instant, on n'en parle pas tant que ça, on est focalisé sur les spécialités, c'est assez normal. On oublie le tronc commun d'un côté, qui joue un rôle important, et on oublie ce que je viens de vous dire, qui est aussi, et à mon avis, encore plus important finalement que les spécialités. Bon, si on en est maintenant sur les spécialités,
je vais faire moins long que la semaine dernière pour qu'on puisse échanger, c'est que, alors là aussi il y a beaucoup de discussions et de débats. Alors évidemment, d'abord, je pense que dans 5, 6, 7 ans, on aura oublié les séries, et on trouvera probablement que les spécialités, bon c'est pas si mal que ça, bon, à la condition bien sûr que le Parcoursup ait un peu évolué et que les collègues du SUP arrêtent, pour certains d'entre eux, résistent à la tentation d'attendus qui soient des attendus complètement castrateurs. Voilà, donc là, ça c'est un premier enjeu, donc on va y bosser. Il y a un autre enjeu dont je parlais la semaine dernière, c'est l'utilisation intelligente du WICI, hein, vous savez ce que c'est dans l'enseignement supérieur, qui est en train de se mettre en place, on va dire de manière illégale, selon les établissements, mais parfois de façon assez exemplaire. Et moi, ce que je vais défendre, ce que je commence à défendre, parce que il faut que vous ayez en tête un truc tout bête, c'est de l'organisation de l'État, c'est que vous avez 2 ministres, hein. Ça vous a pas échappé. La fois d'avant, la ministre de l'Éducation nationale, pour laquelle j'avais un peu travaillé, avait tutelle sur l'enseignement supérieur. Ça peut vous paraître tout bête, mais c'était très important. Là, on a 2 ministres, ce qui fait que, par exemple, quand moi j'ai essayé de lui faire dire, enfin j'ai dit à notre ministre, Jean-Michel Blanquer, il faudrait quand même que tu dises à la ministre de prendre position sur les attendus en expliquant que le choix des spécialités n'était pas un choix définitif, etc., etc. Bon, elle a mis 1 mois et demi à le dire, et avec la conviction, si vous voulez, d'Olivier Faure pour dire que le PS va gagner les européennes. Oui, donc c'est quand même... on est dans ce modèle-là, et c'est pas si évident que ça, parce qu'évidemment la ministre, moi j'enseigne des politiques publiques, donc je pourrais vous en parler des heures, la ministre défend Parcoursup qui est sa réforme, elle n'a pas envie de se faire emboliser par la réforme du bac et du lycée. Bon, l'année dernière, à la même époque, c'était l'inverse. Moi je conseillais à Jean-Michel Blanquer de ne surtout pas parler de Parcoursup, parce que ça risquait de faire descendre la crise Parcoursup sur le lycée et de nous faire planter notre réforme. Donc il fallait quand même, soyons pragmatiques. Mais on a donc un impératif Parcoursup, d'abord de faire évoluer Parcoursup un petit peu pour tenir compte du changement du bac et de la possibilité, enfin du fait qu'il faudra prendre en compte les notes des 2 épreuves de spécialité dans Parcoursup. Donc ça peut paraître anecdotique, mais hop, ça veut dire que le calendrier de Parcoursup va devoir bouger un peu vers la fin de l'année scolaire. Bon, il va falloir un accord là politique, et puis après une traduction pratique de cet accord politique. Et puis, bien sûr, il faudra que les attendus soient des attendus que moi j'appelle plus généralistes, 2 et 3 le WICI. Alors le WICI, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est conçu, déjà il a du sens, hein, il est conçu comme je vous accepte dans cette formation, d'accord, mais je vous demande, j'exige de vous. Parce qu'avant c'était sur la base du volontariat. Vous savez, les TD de remédiation qui ont existé même depuis François Bayrou il y a plus de 20 ans, moi j'en faisais à l'université, les TD de remédiation n'y venaient que les élèves qui n'étaient pas si mauvais que ça. Donc il y avait des effets d'aubaine. Les élèves en grande difficulté ne venaient pas. Le système là, c'est qu'on leur dit on signe un contrat avec vous, vous avez fait un bac STMG, vous voulez faire une première année de droit, on vous prend, mais on considère que vous avez des lacunes et on vous demande de suivre des TD supplémentaires, et même on vous propose un contrat par lequel vous allez faire votre licence en 4 ans et pas en 3 ans. C'est une forme d'honnêteté par rapport aux gamins, très honnêtement, parce qu'avant c'était du massacre. Ils arrivaient en pensant que... Et puis c'était les premiers à sortir du jeu. Bon. Moi je pense que ce WICI, il a vocation à évoluer. C'est peut-être pas ce qui va se passer, mais en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Il a vocation à évoluer pour qu'il soit aussi un WICI permettant, par exemple, à un élève qui finalement accéderait à une filière scientifique, de pouvoir y rattraper telle ou telle discipline scientifique qu'il n'aurait pas choisi en spécialité. Vous voyez ce que je veux dire? J'en parlais la semaine dernière avec le prof de physique-chimie. Voilà, c'est de dire, après tout, un élève hésitait, il n'a pas choisi que des spécialités scientifiques, donc il a des lacunes, on va le dire comme ça. Finalement, il choisit d'aller en filière scientifique post-bac, et bien que ce WICI, vous voyez, soit pas simplement un WICI de remédiation pour des élèves manifestement en retard scolaire, on va le dire comme ça, que ce soit aussi du renforcement pour des élèves qui ont les compétences scolaires, mais qui, du fait de leur choix de spécialité, n'ont pas choisi telle ou telle discipline. Moi, je pense que, alors, il faut que le SUP bouge. Il y avait des collègues la semaine dernière qui avaient visiblement mal vécu leur passage à l'université et qui en doutaient. Moi, ma position est très simple. Si les universités ne s'adaptent pas et ne font pas ce que je suis en train de dire, elles vont être encore en plus mauvaise posture qu'aujourd'hui. Parce qu'elles vont encore plus perdre d'élèves qui vont se dire je préfère aller en BTS, ou je préfère même aller dans des écoles privées lucratives de très faible qualité, parce que au moins là j'ai l'impression qu'on s'occupe de moi. Et donc j'espère, alors ça va prendre pas mal d'années tout ça. C'est une révolution culturelle
dans l'enseignement supérieur. C'est la même révolution culturelle que celle que vous avez vécue, en tout cas ceux qui sont relativement âgés, justement, relativement, hein, dans les années 90, lorsqu'il y a eu cette espèce de massification du lycée, où d'un seul coup, le corps des agrégés, qui jusque-là, du lycée, qui jusque-là avait le sentiment d'accueillir plutôt l'aristocratie des lycéens, de la jeunesse, c'était déjà plus le cas, hein, franchement, mais a vu arriver des élèves qui avant ne venaient pas, hein, aller ailleurs, arrêter l'école, aller en bac pro, etc. Bon. Et d'un seul coup, il y a eu une crise professionnelle dans les années 90 dans les lycées. Franchement, de collègues qui se sont dit, mais que devient mon métier? Dans le sup, c'est ça depuis 10 ans. Déjà, c'est des collègues qui sont aujourd'hui très bien recrutés dans des conditions extrêmement sélectives, en ayant fait des études extrêmement brillantes, et en ayant rarement d'ailleurs fait des études à l'université, hein, des gens qui ont fait des prépas, qui sont passés par les grandes écoles, et qui sont recrutés. Maître de conférences d'histoire aujourd'hui, je prends toujours cet exemple, à l'université de Lille, vous recrutez maître de conférences d'histoire, il y a 100 candidats pour un poste, le candidat recruté en règle générale a fait Normal Sup, Sciences Po, il parle 5 langues, il a fait un postdoc aux États-Unis. Il arrive, il est très content d'être recruté maître de conférence. Bon, quand il a sa première feuille de paie, il se demande si on ne s'est pas trompé avec sa femme de ménage. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a face à lui? Il a un public extraordinairement hétérogène. Alors, en première année d'histoire, ça va encore, parce qu'il y a une prépa Sciences Po. Donc on a des élèves, mais extrêmement hétérogènes, assez passifs. Et souvent, c'est aussi le problème de l'université en France, c'est que c'est plus facile de faire des amphis. Donc les élèves sont là ou plus ou moins pas là, ils écoutent ou plus ou moins pas parce qu'ils regardent Facebook sur leur ordinateur, et puis le moment de vérité, c'est le premier partiel, au mois de janvier. On donne un premier sujet, un sujet évidemment complètement imbitable, parce que le collègue qui a fait Normal Sup, il pense qu'il leur donne un sujet comme si ils étaient en prépa 20 ans avant, et quand ils corrigent les copies, là, il y a un choc thermique, si vous voulez. Hein. Et les collègues se retrouvent à se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Et ça pose d'énormes problèmes parce qu'au moins au lycée, les collègues sont obligés de venir. À l'université, et je ne caricature pas, il y a des collègues qui en plus habitent Paris, qui recoupent leurs cours sur une journée, et qui font de la recherche. Qui sont à Paris, qui font de la recherche, qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'être mutés dans les quelques lieux qui sont encore des lieux, des havres de paix, les Sciences Po, la Sorbonne, et on a une vraie problématique de manque d'engagement dans le système. Je dis ça parce que vous êtes représentant d'enseignement privé, je ne le dirai évidemment pas devant des collègues de lycée public. Voilà. Et donc, sur les SP, moi j'ai toujours plaidé pour la liberté de choix, c'est un peu comme l'enseignement privé ça. Alors je sais que ça pose d'énormes problèmes a priori de fabrication des emplois du temps, puisque un lycée qui a 7 spécialités, si je suis encore bon en proba, ça fait 210 possibilités théoriques de trio, hein, je crois. Mais en réalité, ce ne sera pas le cas. On le sait bien. Il y aura peut-être un Zazou qui vous embêtera parce qu'il voudra absolument. Il aura tellement apprécié ma réforme qu'il voudra vraiment faire des trucs complètement space. Celui-là, vous le recevrez avec ses parents en entretien privé pour le convaincre qu'il ne faut quand même pas perturber trop fortement le fonctionnement du lycée. Mais donc on va voir ce qui va se passer. On va voir. Vous savez, j'étais au lycée Pasteur, lycée public, la semaine dernière. Le proviseur a commencé à dire attendez, doucement, il était très bon d'ailleurs. Il a dit aux parents qui étaient présents oh là là. Vous savez, globalement, de facto, il va y avoir des trios. Mais plutôt que de les préfabriquer, laissons les élèves choisir et on aura quelques effets de bord qu'on gérera avec les familles, etc. Et on va bien voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, donc sur l'esprit, c'est vraiment moi je trouve que c'est ça qui est bien quand même dans l'esprit de la réforme, c'est une forme de liberté dans le choix qu'ont fait les jeunes. Après, deuxième chose, c'est que évidemment les gamins n'ont pas tous le même niveau de maturité. J'ose même pas parler des parents qui souvent sont derrière, hein. Mais chez vous encore plus que dans le public bien sûr. Mais c'est que de dire parmi une classe de 30, vous avez des catégories ou des idéotypes de gamins. Vous en avez qui savent absolument pas ce qu'ils veulent faire. C'est le cas évidemment aujourd'hui aussi, hein, voilà, et qui vont probablement ne pas savoir ce qu'ils veulent faire jusqu'au moment de Parcoursup. Vous en avez qui savent déjà ce qu'ils veulent faire et qui vont s'y tenir. Donc ce que je disais la semaine dernière, c'est qu'évidemment un élève qui veut devenir médecin, qui veut être toubib et qui le veut vraiment et qui dès la seconde, même avant, le veut vraiment, lui c'est assez facile de lui donner des conseils pour les spécialités. Voilà, mais après on a des élèves qui vont hésiter entre un cursus plutôt ingénieur, plutôt scientifique, plutôt sciences humaines. Je pense que la réforme donne des possibilités de mixer les choses, je pense. Et surtout,
je veux dire quelque chose d'assez horrible, de se faire plaisir pour un élève. Voilà, de faire des choix qui ne soient pas d'abord des choix utilitaristes dictés par l'ambition à 30 ans de gagner tant en faisant ça, à 40, à 50, etc., mais par l'intérêt que l'élève peut avoir, même à court terme, quand il est au lycée, pour tel ou tel enseignement. Parce que sinon, c'est un peu terrible dans le système actuel, vous le savez je pense, j'espère, c'est que, j'ai dit la semaine dernière aussi, le nombre d'élèves qui sont en S, parce que c'est a priori la série qui ne prive d'aucune possibilité, alors qu'ils n'ont rien à faire des études scientifiques après, donc ils se mangent des heures de maths, de physique, de SVT, alors qu'ils n'en ont rien à faire, donc c'est quand même un peu terrible. Oui, donc on est quand même souvent, alors j'ai parlé des bacs techno, des bacs pro tout à l'heure, on est dans des mécanismes aujourd'hui, souvent de choix de sa série de bacs, qui est un choix plus défensif que proactif. Je trouve que si on veut fabriquer une jeunesse qui demain va nous diriger, payer nos retraites, etc., il faut quand même faire gaffe à ça. Donc moi je préfère que les élèves fassent des choix sur la base d'une forme d'intérêt, presque de plaisir, plutôt que des choix déjà d'un billard à 15 bandes, où ils sont déjà en train de calculer, où ils vont faire leur internat de médecine après avoir fait... Vous voyez, bon, parce que le pire étant que quand un élève fait la PACES, c'est que, et je l'ai vécu quand j'étais étudiant à l'université, fait la PACES, réussit la PACES, et puis il vient me voir en novembre avec ses parents en me disant je peux pas faire ça, mon premier stage, le sang, je m'évanouis. Ce qui est un peu embêtant si vous voulez, quand depuis l'âge de 12 ans vous êtes médecin. Donc je pense que ça donne cette souplesse. Mais cette souplesse ou cette liberté fiche un peu les jetons en fait. Voilà, ça fait peur aux parents, ça fait un peu peur aux gamins, et évidemment cette peur elle est majorée par les prises de position de certains qui disent la réforme accroît les inégalités, elle oblige à choisir dès la seconde, alors qu'aujourd'hui elle n'oblige pas à choisir le système actuel. Quand vous êtes en L, vous ne pourrez pas faire la PACES, hein, ou alors vous pouvez toujours rêver. Mais donc le système actuel force à choisir. Alors après, il y a beaucoup d'inconnus, hein, il y a des nouvelles disciplines qui mixent des... J'espère qu'elle mixe, hein, parce qu'il y a des choses bizarres qui se passent, mais bon, qui ont vocation à mixer les collègues, de faire en sorte que les collègues de deux disciplines apprennent à travailler ensemble, hein, ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant à tenter. Donc là, on l'attendait, hein, moi franchement, bon, le ministre ne peut pas dire ça, mais moi je pense qu'il y a un principe essai-erreur, on a créé des enseignements avec a priori 2 voire 3 collègues de disciplines différentes qui peuvent l'enseigner, ou qui vont l'enseigner, j'espère. Moi, je vous avoue, je ne sais pas ce que ça peut donner. Je pense que ça peut donner le meilleur en termes d'innovation pédagogique, en termes de co-intervention, mais ça peut aussi donner des trucs complètement dingues, complètement cylindriques. Vous avez le prof d'histoire géo qui va faire ses heures, le prof de SES, je pense à une des spécialités sur laquelle ça se tire dessus, entre la PHG et les associations de SES, etc. Mais je trouve que c'est bien de faire bouger le système en tentant d'innover aussi comme ça, si vous voulez. Hein. On a mis en place les sciences du numérique, qui vont être proposées dans la moitié des lycées français. C'est aussi pour ça, tout à fait entre nous, qu'il y a aussi peu d'heures de maths dans le tronc commun. Parce qu'en fait, il y a un premier H. C'est que il n'y a pas de profs de maths en France, enfin il y en a de moins en moins. C'est quand même eux en général qui vont faire les sciences du numérique. Et donc, s'il y avait trop d'heures de maths dans le tronc commun, je vous donne l'étude de l'arrière-cuisine de la réforme, s'il y avait trop d'heures de maths dans le tronc commun, il n'y avait plus de profs de maths. Donc je pense que là, ça va bouger dans les années qui viennent, en termes d'ajustement. Le CAPES d'informatique, je ne suis pas sûr, c'est une très bonne nouvelle, mais je ne suis pas sûr qu'il attire tant de candidats que ça, parce que faut être un peu zinzin quand on a un master d'informatique pour décider de gagner 1 500 € par mois, alors qu'on peut les gagner par semaine quand on est informaticien. Non mais, ou alors ça risque d'être les moins bons, si vous voulez, c'est un peu problématique, c'est un peu comme parfois les profs de maths, parfois, hein, pas chez vous bien sûr. Mais donc on a ce genre d'inconnu. Ah oui, moi le ministre tient une position, c'est normal, je ne doute pas, ça va avancer. Moi hier dans l'IB, j'ai été interviewé, je ne sais pas si vous lisez pas l'IB, mais mais La Croix est un très bon journal, moi je suis abonné, c'est très bien. Mais il faut quand même, oui, bon. Mais voilà, je répondais à des profs qui évidemment hurlaient et je modérais. Moi je disais, alors j'osais dire aux profs en question, vous savez de tel ou tel point, en fait je ne sais pas ce que ça va donner. Alors tout de suite les profs, ils savent ce que ça va donner, comme si tout est débordé. Voilà, donc il y a des choses, on ne sait pas ce que ça peut donner, on ne sait pas si ces spécialités peuvent avoir du succès, je pense que certaines visiblement vont en avoir. Il est probable que les spécialités certaines d'entre elles vont être proposées au bout de 2 ou 3 ans dans plus d'établissements parce qu'on se rend compte qu'elles ont vraiment du succès.
Je suis pas du tout sûr que certaines spécialités boivent la tasse, c'est pas sûr. D'après ce qu'on voit actuellement, ça a l'air à peu près d'aller. Il y a un peu la main invisible d'Adam Smith qui est en train de se balader et qui permet que finalement les choses se passent correctement. Et puis, on va vraiment, moi je pense qu'il faut une clause de revoyure, mais elle aura lieu dans les années qui viennent, y compris sur les programmes. Parce que les programmes, bon évidemment, ils ont été fabriqués très très rapidement. Il va de soi que cette réforme aurait pu être décalée d'1 an. Mais dans ce cas-là, la première promo de bachelier aurait pu être éventuellement bachelière avec Marine Le Pen présidente et pas Emmanuel Macron. Donc c'est vrai que ça posait ce type de souci. Donc il y a eu un côté, on avance un peu au son du canon. Mais ça a eu des conséquences évidemment en termes de vitesse, enfin d'intensité du travail qui a été mené. Et donc quand on travaille vite, parfois on travaille un peu mal. Et il est clair qu'il y a eu 2-3 trucs qui n'ont pas été vraiment vissés. Après, pour avoir une bonne connaissance des réformes à la française, si on avait dit on a un peu de temps, rendez-vous dans 1 an, tous les conservatismes auraient pu s'armer, monter au front, et la réforme ne se serait pas faite. Donc il y a un côté un peu effet de sidération, boum, hein, on tape fort, on y va très très vite, on ne doute pas, on y va en 3 mois, thérapie de choc, hein, comme dans les pays d'Amérique latine avec le FMI, et puis une fois que c'est fait, eh ben on met en place, si vous voulez. Mais il va de soi qu'il faut assumer le fait que de par ce choix-là, la mise en place va produire des effets de bord et va conduire à des ajustements pendant, je pense moi, 2 ou 3 années. Mais ça ne se fera pas au détriment des élèves. Quand je dis ça dans un autre parterre que le vôtre, on me sort tout de suite génération sacrifiée, les grands machins, etc., etc. Non, mais il ne faut pas exagérer. On a tous ici été, on a bénéficié ou subi. On a été cobayes de réformes. Hein, je disais, je crois, la semaine dernière, moi j'ai eu la chance d'échapper au brevet des collèges. En plus, quand j'ai fait 2 troisièmes, j'ai échappé les 2 années où il n'y avait pas de brevet des collèges. Bah, je m'en suis bien sorti. On peut aussi imaginer que dans 8 à 10 ans, le contrôle continu est complètement remplacé l'ensemble des épreuves du bac, ou même que la prise en compte des bulletins est remplacée le contrôle continu, on n'en sait rien. Et je pense qu'on a mis en place une réforme qui a vocation à être assez souple, agile. Et alors ça, je termine par là, je vais vous faire un compliment, je pense que vous avez l'habitude quand même de... Quand vous avez votre DHG, je pense, peut-être pas partout, mais qu'il y a des habitudes de travail entre les équipes de direction et les profs qui sont présentes. Et puis il y a une habitude à utiliser tout ce que permet la DHG avec une certaine souplesse. Bon, c'est pas le cas dans tous les établissements. Hein, et ce qui est très intéressant dans les réactions d'hostilité qu'on voit en ce moment, c'est que beaucoup regrettent la liberté de nos établissements en fait. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que nous on dit avec le ministre, ben non, il faut quand même laisser aux établissements la main, laisser au territoire la main, et on a des regrets, mais des regrets fantasmés, parce que le système est déjà très souple aujourd'hui, mais bon, des regrets de dire non, en fait il faudrait que le ministère depuis la rue Grenelle, une espèce de roi thaumaturge, dise bah, dans tel lycée, au fin fond de la Flandre intérieure, bah, voilà les spécialités qui seront faites, voilà même les emplois du temps qu'on va rédiger pour vous. Et notamment les professeurs, c'est très intéressant, expriment des réticences fortes à s'approprier les conseils pédagogiques. Vous voyez, alors que c'est un outil, je trouve, qui est un lieu extrêmement intéressant pour réguler le nouveau système, et ils sont contre cela. On a même un prof qui m'a expliqué, les yeux dans les yeux, que la mise en place des conseils pédagogiques en 2010 préparait la réforme d'aujourd'hui. Vous voyez ? Alors je vais demander s'il faisait un cours sur les fake news et le complotisme, parce que c'est quand même un peu problématique, mais ça traduit aussi des problématiques de manque de confiance des professeurs, souvent dans le système, dans la hiérarchie, et puis c'est vrai aussi qu'on a des enjeux de corps intermédiaires dans le système. C'est que la réforme, c'est pas simplement le ministère, et puis ce qui se passe dans les bahuts avec les profs, les parents, les équipes de direction, c'est aussi les corps intermédiaires du système, hein, les corps d'inspection, les IEN, etc. Et parfois, ils sont eux-mêmes perturbés quand on leur dit « Ah non, il n'y a pas de circulaire de rentrée, on vous demande de donner des consignes, de vous adapter au territoire sur lequel vous avez une forme d'autorité. » Et là, on a une partie du corps qui est en situation problématique sur le plan professionnel, parce que ce sont des individus, des femmes ou des hommes, qui n'ont pas été formés à s'approprier finalement cette autonomie
qu'on veut leur donner. Et c'est quand même très intéressant et je trouve, alors c'est à moitié inquiétant et à moitié positif. Voilà, chère madame, je m'arrête parce qu'autrement, et voilà, j'attends le feu.